BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est probablement ici, dans les cryptos et les blockchains. C'est votre rendez-vous hebdomadaire des pros des cryptos. On prend de la distance et de la hauteur sur l'actualité de la semaine chaque vendredi à 15h sur BFM Business. Et puis à 15h30, bien sûr, ce sera le début de BFM Bourse. Nos talents du jour dans ces pros des cryptos pour nous accompagner. Ici en plateau, Charles Cobert-Couturier. Bonjour Charles. Bonjour Guillaume. Bienvenue, membre de Blockchain Partner pour KPMG. Vous nous accompagnerez ainsi que depuis sa Moselle chérie. Live from Moselle, mesdames, messieurs, Owen Simonin. Bonjour Owen. Et ravi, il est là de vous retrouver, Owen Simonin. Il est à la tête de Meria et sa chaîne YouTube Asher. À tout de suite, Owen. On va bien sûr évidemment résumer la semaine sur ce marché crypto et mesurer le potentiel des cours sur le Bitcoin ou encore sur l'Ether. Grâce, il nous rejoint à Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Associé pour Interactive Trading, Xavier, on est toujours un peu au-dessus, un peu au-dessus des 26 000 $ sur le Bitcoin. On entre dans l'automne. D'un point de vue d'analyse technique, l'analyse graphique que vous chérissez, Xavier, est-ce que vous estimez qu'on va plutôt, non pas vers l'automne, mais vers le printemps sur les cryptos et le cours du Bitcoin? Écoutez, pour le moment, déjà, c'est l'heure de la digestion. Digestion de la Fed qui a été plus ferme que le marché attendait, avec des membres finalement du FOMC qui relèvent leurs prévisions de taux d'intérêt pour les années à venir. Alors le problème, c'est que ça tend le taux et le dollar américain qui sont au plus haut de l'année. Et forcément, ça pèse sur les actifs risqués. On le voit d'ailleurs sur les marchés traditionnels. Et dans une moindre mesure quand même sur le marché des crypto-monnaies, qui arrive à ne pas enfoncer ses plus bas de la semaine, contrairement d'ailleurs au marché américain. Donc on peut le dire que le marché des crypto-monnaies surperforme les marchés traditionnels cette semaine. On est tout juste à 0% pour la capitalisation totale de variation sur une semaine, et de l'ordre à peu près de moins 2% Wall Street. Et au sein même des cryptos, il y a toujours le dominant qui représente à lui seul 50% du marché, Bitcoin, qui est dans le vert depuis le début du mois de septembre. On est en fait dans ce qu'on peut appeler une Bitcoin season, où Bitcoin fait mieux que la majorité des 50 plus grandes cryptos. Alors, ça tient et ça ne se dégrade pas, certes, mais on n'a pas réussi à passer pour le moment les plafonds de verre techniques, les 27 000 $ Bitcoin et 1 680 $ sur l'Ether. Ce sont en fait les points de passage des moyennes mobiles à 50 jours en analyse technique, ce qui nous montre en fait qu'il n'y a pas encore d'inversion de psychologie de marché, qui reste plutôt négative depuis le mois de juillet. Alors pour qu'il y ait plus d'engouement, il faudra passer ces niveaux. Donc je disais, pas de dégradation et d'alerte baissière tant qu'on viendra à court terme 26 300, 26 400 $ sur le Bitcoin, on n'en est pas loin, et 1 550 $ sur Ether. Si on devait passer là en dessous, là ça va dégrader malheureusement la tendance, encore un peu plus, en entraînant probablement sur les altcoins les plus faibles, de nouveau plus bas. Donc voilà, c'est bien pour le moment, mais il va en falloir plus pour remotiver les troupes. Alors première étape, déjà que Bitcoin en tant que leader repasse les 27 000 $ ces prochains jours et entraîner ses soldats vers une mobilisation un peu plus franche, mais pour le moment, c'est pas le cas. Dans un instant, vous restez avec nous Xavier, dans un instant on va donc parler de l'actu crypto de la semaine. Owen est avec nous, Charles également pour refaire la semaine. Mais justement, d'un point de vue marché en général, on a suivi ça d'ailleurs sur BFM Business, il s'en est passé des choses. Les banques centrales, notamment la Fed, qui a déçu les marchés traditionnels en laissant clairement entendre que ces taux resteraient probablement élevés pendant un sacré bout de temps. Il va falloir peut-être être patient avant de voir les premières baisses de taux que tout le monde espère, que les marchés en tout cas espèrent sur les banques centrales, sur les politiques monétaire. Donc, des taux durablement élevés. Est-ce qu'on peut imaginer l'impact que ça pourrait avoir sur les cryptos? Ça leur enlève du potentiel ou ça leur en redonne? Comment est-ce qu'il faut voir les choses, Xavier, sur ce point-là? Effectivement, ça leur enlève du potentiel, en fait, telle une classe d'actifs risqués des marchés traditionnels. Après, encore une fois, le marché des crypto-monnaies reste aussi une classe d'actifs risqués, indépendamment des marchés traditionnels. On a dit à un moment que le marché des crypto-monnaies était peut-être justement une valeur refuge au sens large. Pour le moment, on voit que c'est pas le cas. Il y a quand même aussi une certaine corrélation. On voit en fait depuis le début, le moitié de l'été, que les marchés traditionnels ont un peu plus de mal et moins de potentiel. C'est aussi le cas sur le marché des crypto-monnaies. Moi, je vois effectivement, surtout à court terme, comme je le disais tout à l'heure, il y a un peu plus de surperformance en fait des marchés crypto-monnaies, ce qui est quand même plutôt positif. Et on arrive à tenir quand même aussi des seuils majeurs, ces fameux 25 000 $ qu'on a sur le Bitcoin, mais aussi les 1 400 $ sur l'Ether.
C'est un peu plus difficile sur les altcoins, sur les autres crypto-monnaies, parce que le risque est forcément un peu plus important, parce que dès qu'on a justement des périodes un peu d'incertitude et de forte volatilité, on se délaisse d'abord de ce qui est moins liquide et donc, a fortiori, plus volatile. Donc voilà, alors le potentiel, encore une fois, c'est vrai que ça va dépendre aussi si les marchés traditionnels arrivent à tenir justement ces niveaux-là et que les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, arrivent à passer au-delà des 27 000 $. Mais on voit pour le moment que le potentiel, les investisseurs globalement ne sont pas en mode risk-on sur les niveaux actuels. Mais d'un autre côté, je vois plutôt le verre à moitié plein, pas en panique non plus. On regarde régulièrement les corrélations notamment entre les marchés traditionnels et Nasdaq et les cryptos. Les corrélations, là, elles se renforcent ou on est plutôt dans une phase de décorrélation, Xavier ? On a, oui, plutôt une décorrélation. Après, je pense que l'ambiance, en fait, globalement, est à peu près similaire. On voit que finalement, même si on voit des marchés traditionnels, Nasdaq, Dow Jones, SP500 qui finalement plafonnent un peu. Il y a des petits replis, notamment cette semaine de 2%. C'est pas non plus catastrophique. Et c'est un peu de la même manière finalement sur le marché des crypto-monnaies. C'est vrai que les variations sont toujours un petit peu plus impressionnantes parce qu'on avait vu justement fin août, on avait une bonne nouvelle. Le Bitcoin avait pris 6%, il avait reperdu les 5% 2 jours plus tard. Mais finalement, on voit que la volatilité est quand même aussi moins importante, donc peut-être aussi que ça peut rassurer sur une durée un peu plus longue, à moyen terme, justement avec des cryptos qui sont beaucoup moins volatiles. Bitcoin actuellement à 26 593 $. Il est associé chez Interactive Trading. Merci beaucoup Xavier de nous avoir accompagnés. Xavier Fenot régulièrement dans ce rendez-vous des pros des cryptos chaque vendredi. Puis du lundi au jeudi, c'est Amaury de Tonquédec qui prend les commandes avec ses experts du club BFM Crypto. Au sommaire des pros aujourd'hui, le projet de dollar numérique. Ce projet est-il menacé? On en parle dans un instant. On va revenir sur un vote au sein d'une commission de la Chambre des représentants aux États-Unis. On va aussi parler des blockchains et de leur essor. Citi s'y intéresse au point de lancer sa propre blockchain, explication à suivre. Et puis le Royaume-Uni, lui, s'attaque aux hackers. Il est en tout cas en train de faire passer une loi pour saisir les fonds. On vous dit tout également dans un instant. Voilà le programme des pros cette semaine. On entre tout de suite dans le vif du sujet. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec Owen et Charles, ce qui est sympa d'ailleurs dans cet univers crypto, c'est que cet univers il permet de réfléchir à ce que sont les politiques monétaires, la création monétaire, l'inventivité monétaire. On va en parler. Cette semaine aux États-Unis, la commission des services financiers de la Chambre des représentants nous a amené à réfléchir à l'avenir monétaire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a voté une loi qui risque, en l'occurrence Owen, d'affecter l'innovation monétaire aux États-Unis. Rien que ça. Tout à fait. En fait, c'est une question qui fait beaucoup de bruit parce qu'elle se pose sur n'importe quel CBDC, donc n'importe quelle crypto-monnaie de banque centrale. Mais en l'occurrence, on ne sait pas trop si c'est un vrai sujet très important dans la politique américaine aujourd'hui ou si, parce que c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une énième guerre, une énième opposition entre les républicains et les démocrates. Quoi qu'il en soit, la commission des services financiers de la Chambre des représentants aux US a voté une loi pour empêcher la Banque centrale américaine de proposer une CBDC, c'est-à-dire un jour, pourquoi pas, un stablecoin. Cette fois-ci pas adossée au dollar américain, mais bel et bien une crypto-monnaie de banque centrale avec pour valeur une unité égale $1 américain. Pour le coup, cette proposition est faite du coup par les républicains, notamment par Patrick McHenry. On en a déjà entendu parler, d'ailleurs sur ce même plateau, puisque c'était ce fameux républicain qui avait proposé la démission de Gary Gensler en tant que représentant de la Security Exchange Commission. Évidemment, dans cette proposition, l'objectif, c'est que s'il y ait une CBDC un jour, qu'elle soit obligatoirement votée par le Congrès, parce qu'il pourrait en effet y avoir une CBDC qui soit un outil dangereux pour tous les citoyens américains, pour tous les utilisateurs, puisque ce serait dangereux pour leur vie privée et qu'en effet, un outil très puissant permettrait à un CBDC, une crypto-monnaie de banque centrale, permettrait d'avoir un contrôle très fort sur tous ces utilisateurs et en l'occurrence sur la population. Les démocrates tout de suite se positionnent en disant que c'est anti-innovation et que ça permettrait aux États-Unis derrière principalement, qui avancent déjà sur des crypto-monnaies de banque centrale, mais également d'autres pays qui, eux, ne se priveront pas de cette technologie et n'hésiteront pas à lancer leur propre CBDC. Quoi qu'il en soit, la
Seule particularité de cette réflexion, c'est qu'on ne sait pas si c'est un vrai sujet important aujourd'hui ou si globalement c'est simplement une position des Républicains et donc naturellement les démocrates prennent une position diamétralement opposée. Vous écoutez attentivement Charles, ce qu'en pense Owen. Est-ce qu'on peut se dire que le projet de dollar numérique prend un coup dans l'aile et si oui d'ailleurs, est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour l'écosystème crypto? Alors c'est toute la question. Moi de mon côté ce que je vois c'est que aujourd'hui le projet de CBDC il se recentralise sur un sujet politique. Donc c'est très intéressant de voir qu'en réalité en demandant et en exigeant l'approbation du Congrès pour aller plus loin sur des projets de monnaie numérique de banque centrale, en réalité on repolitise le sujet, ce que je trouve plutôt sain en réalité puisque c'est un vrai sujet politique et de société. D'autre part, ici on parle, ou en tout cas dans les échanges auxquels j'ai pu accéder, on parle que d'une seule partie des MNBC, c'est-à-dire qu'il y a d'autres modèles de MNBC qui émergent aussi, d'autres discussions qu'il peut y avoir, y compris par exemple au niveau européen sur des MNBC dites de gros, donc qui concerneraient juste les entreprises ou juste des flux interbancaires ou entre différentes institutions financières. Donc on est en train vraiment de le mettre sur un périmètre plus restreint. Donc quant à l'écosystème crypto, en réalité aujourd'hui, pour être totalement franc, je pense que la question ils sont relativement hermétiques, j'allais dire, au débat qu'il peut y avoir autour des MNBC, puisqu'aujourd'hui il y a déjà des stablecoins, donc déjà finalement une forme de monnaie numérique de banque centrale, même si c'est par des acteurs privés qui émettent cette monnaie numérique, mais qui existe, 125 milliards de valeur de marché, aujourd'hui à 90% dominé par le dollar. Donc ça veut dire que le dollar est déjà la monnaie de référence dans le domaine des cryptos. Ouais. Et pour l'écosystème crypto, on se dit... Pour l'écosystème crypto, pour moi c'est relativement indépendant. Il n'y a pas vraiment de conséquences particulières. Citi, elle s'appelle Citi. Non, pardon. Citi, la troisième banque américaine, fait aussi l'actualité. Je vous vois sourire, Owen, depuis la Moselle. Je vous vois du coin de l'œil, là, comme ça, dans l'écran géant de BFM Business. La troisième plus grande banque US, donc Citi, s'intéresse, mesdames, messieurs, au blockchain. Il se trouve que Citi a même décidé de lancer sa propre blockchain. Owen, comment ça va se passer et quel intérêt pour une banque comme Citi ? Il n'y a pas encore tous les détails sur comment ça va se passer et comment ça va être exécuté. En attendant, on a un peu plus de détails sur pourquoi l'une des plus grandes banques du monde, en l'occurrence la troisième plus grande aux États-Unis, veut lancer sa crypto-monnaie et surtout sa blockchain. Veut lancer sa blockchain. Il ne s'agit pas encore de crypto-monnaie, bien que le nom de cette blockchain ce soit Citi Token Service. L'objectif déjà, c'est de proposer des services 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui n'est pas forcément naturel pour un établissement bancaire, et ce sera forcément le cas quand ils auront lancé leur blockchain. En tout cas, c'est leur objectif. L'objectif, c'est principalement de rationaliser des opérations comme les lettres de crédit ou encore les garanties bancaires, pour pouvoir profiter en fait de tous les smart contracts, c'est-à-dire toutes les automatisations qui sont possibles entre certains services et qu'une banque a le droit de donner. Et d'ailleurs, Citi le rappelle dans l'annonce de cette fameuse blockchain, ils ont des licences et ils peuvent opérer et proposer des produits financiers dans plus de 90 pays. Et l'objectif, ce serait, grâce à la blockchain, d'automatiser certains de ces services, d'augmenter tout simplement la disponibilité et la rapidité à laquelle ils peuvent fournir ces services à leurs clients. Ce qui est un petit peu intéressant quand on creuse, c'est de se rendre compte qu'ils ont annoncé cette blockchain du coup en partenariat avec Maersk, qui est un géant du transport maritime. Ils ne sont donc pas tout seuls à partir sur cette infrastructure blockchain, et je pense qu'ils ont de la suite dans les idées quant aux différents usages qu'ils vont pouvoir proposer, mais principalement c'est du coup tout simplement dans leur ligne de conduite, ils veulent proposer un gain de temps, une automatisation et naturellement plus d'interconnectivité avec l'intégralité des blockchains et de cette technologie dont il y a de plus en plus d'engouement aujourd'hui. C'est pas sans rappeler la solution Onyx, qui est la blockchain du coup de JP Morgan. JP Morgan, qui est la fameuse banque que je ne vous représente pas évidemment, et qui avait commencé à avoir un discours très péjoratif sur les crypto-monnaies, pour ensuite se tourner vers leur propre blockchain. Certains remettront en cause le côté décentralisé de cette dernière, elle ne le sera probablement pas, mais en attendant, il y a d'autres fonctionnalités de la blockchain, et visiblement, c'est ça que Citi veut utiliser aujourd'hui pour fournir de nouveaux services à ses clients. Vous entendez l'orage là ? Il y en a un qui vient casser l'ambiance et c'est l'orage qui gronde au milieu de ce soleil. Vous nous parliez de Citi qui s'intéresse aux blockchains au point d'en lancer une. Ouais, mais tout n'est pas rose dans l'écosystème. L'orage gronde, mesdames, messieurs. Il casse l'ambiance, pas vous, Charles. Gary Gensler, le patron de la SEC, le gendarme des marchés américains, qui, malgré ses déboires, hausse encore le ton. On pourrait se dire que l'orage lui tombe dessus, la foudre lui est tombée dessus ces dernières semaines. Il n'en démord pas. C'est lui qui veut casser l'ambiance en nous expliquant qu'il n'est pas au bout de ses démarches. La SEC n'en a pas fini avec l'écosystème crypto. Qu'a-t-il dit, Gary Gensler, et à quoi faut-il s'attendre, Charles ?
Alors effectivement, j'ai l'impression que cette semaine, ça va être à moi de parler de la SEC et de parler de Gary Gensler, puisque c'est un sujet plutôt récurrent sur BFM Crypto, ou en tout cas qu'on voit notamment au cours des 6 derniers mois. En réalité, là, c'est même David Hirsch, qui est le responsable de la branche crypto de la SEC, qui s'est exprimé et qui a dit, je vais le citer très directement: nous allons continuer à être actifs en ce qui concerne les intermédiaires, il peut s'agir de courtiers, de négociants, d'exchange ou d'agences de compensation, et d'ajouter derrière: nous allons continuer à mener des enquêtes, nous allons être actifs dans cet espace, et l'ajout du label DeFi, donc finance décentralisée, ne va pas nous dissuader de poursuivre notre travail. En réalité, c'est assez intéressant de voir que c'est dans la continuité de toutes les sanctions qui ont été annoncées au cours de l'année 2023. Ça pouvait être contre d'abord des très gros acteurs type Kraken, Coinbase, Binance, qu'on a vu tomber un peu sous sanction de la SEC. Mais derrière, on voit qu'il y a une volonté soit d'aller chercher des acteurs qui sont peut-être moins solides, plus petits d'une part, et de s'attaquer au protocole eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup positionné les sanctions aujourd'hui sur les intermédiaires. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont aller s'attaquer au protocole, avec 2 options possibles. L'option d'aller chercher le protocole au niveau de la personne qui va distribuer le service, ou d'aller chercher directement les développeurs en réalité qui sont derrière le développement du service, puisque c'est pas forcément la même entité qui peut à la fois développer et qui peut à la fois derrière utiliser le service. Et donc là-dessus, on peut penser notamment aux sanctions qu'il y a eu il y a 1 an par l'OFAC, qui est une autre agence américaine, et qui avait sanctionné non seulement le protocole qui s'appelait Tornado Cash et qui permettait finalement d'assurer un peu plus d'anonymat dans les transactions, mais qui avait provoqué la mise en prison, en tout cas tout simplement, du développeur du protocole lui-même, alors qu'il n'était pas à l'origine de la distribution. Donc ça peut être une des conséquences qu'il peut y avoir malheureusement là-dessus. Faut noter quand même qu'il ajoute à la fin qu'il commence à y avoir un nombre de litiges conséquents au sein de la SEC, donc il va y avoir de toute manière des limites de leur côté dans la capacité de traitement de tous ces litiges qui sont engagés auprès des différents acteurs de la crypto et de la DeFi. Et dans l'actualité de la semaine, les pros des cryptos, la semaine condensée en 25 minutes, dans l'actu, cet avis de recherche. On est toujours en recherche de bonnes nouvelles pour le marché des NFT. Beaucoup de plateformes et d'acteurs traversent une période difficile. OpenSea, la plateforme de tous les amateurs de NFT, est elle-même touchée. On a des témoignages, Owen, nous disant que la valorisation d'OpenSea se serait effondrée depuis leur dernière levée de fonds. Est-ce que vous pouvez nous remettre dans le contexte ? Je me dois de commencer naturellement par un disclaimer, parce que ce n'est pas une certitude. Cette réconciliation a été faite par le plus grand tribunal du monde, j'ai nommé Twitter. En l'occurrence, il s'agit c'est une conclusion qui vient de différents propos qui ont été tenus par Dovey Wan, en fait, qui est le fondateur de Primitive Venture, un VC qui a investi dans énormément de structures crypto comme Cosmos, Starkware, Optimism, Nansen ou encore Messari. Et en l'occurrence, il a expliqué sur les réseaux sociaux qu'il a été contacté pour un deal OTC, et que dans ce deal OTC, on lui propose, alors qu'il y a 1 an, on lui proposait cette même structure sur une valorisation de 12 milliards, on lui propose aujourd'hui d'investir dans cette dernière sur une valorisation d'1,2 milliard, c'est-à-dire 90% de moins. Ce sont les utilisateurs de Twitter qui ont fait le rapprochement, parce qu'il y a justement 1 an approximativement, c'est OpenSea qui avait levé 300 millions de dollars sur une valorisation de 12 milliards. En l'occurrence, ça signifierait du coup qu'OpenSea, le géant et le leader mondial du NFT, aurait perdu 90% de sa valorisation en quelques mois, en un peu moins d'1 an. Et le fun fact, c'est qu'en effet, le mois d'août 2023 a été le plus bas volume de trading d'NFT des 2 dernières années, ce qui serait plutôt cohérent du coup avec un leader qui arrivera à perdre jusqu'à 90% de sa valeur. Encore une fois, c'est des rapprochements sur les réseaux sociaux, ça fait consensus, tout le monde est à peu près d'accord avec cette information, mais il faut quand même rester prudent, ça n'a pas été une annonce officielle, et apparemment, selon justement Dovey, le board aurait bloqué cette levée sur une valeur d'1,2 million. Il ne confirme pas que c'est OpenSea, mais il explique qu'il n'y aurait pas de levée sur une valeur d'1,2 milliard, puisque les anciens investisseurs historiques n'auraient pas accepté la dévalorisation et la perte de 90% de la valeur de l'entreprise. Alors on parle de ces plateformes qui ont des difficultés, on a beaucoup d'exemples dans l'univers des NFT, parfois dans la crypto, et puis on parle moins des blockchains. Mais parfois il y a des petits soucis aussi sur les blockchains. Certaines blockchains ont pris cher récemment, c'est le cas de la blockchain Optimism, qui a vendu un très gros montant de sa trésorerie, Charles.
Effectivement. Le secteur de l'investissement est particulièrement complexe aujourd'hui pour les acteurs du Web3 et de la crypto. Vous en avez parlé de quelques petites pépites qui ont levé les dernières semaines un peu d'argent, notamment sur le marché français. Si on regarde sur Optimism, qu'est-ce qui s'est passé? Optimism, pour rappel, c'est une blockchain dite de Layer 2, donc qui vient se greffer au-dessus d'une première blockchain type Ethereum et qui vise à abaisser les frais de transaction et à accélérer les transactions pour permettre de débloquer de nouveaux cas d'usage. On a vu une myriade de ces fameuses blockchains de Layer 2 qui ont émergé derrière et elles ont globalement tout émis leurs jetons pour pouvoir se financer. Qu'a fait Optimism? Ils ont cédé pour 116 millions de jetons la semaine dernière, ou en tout cas ils ont annoncé faire cette session-là, qui correspond à peu près à la moitié du trésor de guerre qui était réservé à la fondation Optimism. 116 millions sur les 800 millions globalement qui sont émis aujourd'hui de jetons, donc ça fait quand même plus de 14% de la masse monétaire ou de la masse de jetons qui a été transférée de gré à gré à cet investisseur. Pour moi, ça me semble être un choix plutôt stratégique et plutôt logique d'une telle boîte. Pourquoi? Pour tout simplement décorréler finalement la performance opérationnelle de son protocole de sa performance financière. Et donc d'arriver à continuer d'investir dans un environnement qui est extrêmement concurrentiel pour pouvoir aller développer et gagner cette course à la technologie. Donc ça, c'est un premier point. Je clôturerai peut-être par 3 petites remarques là-dessus. La première, c'est l'obligation de communication. En réalité, ça, c'est un des gros avantages de la blockchain, c'est quand même la transparence et l'accessibilité. Donc, en fait, Optimism n'a pas le choix que de communiquer ces transferts puisqu'ils vont pouvoir être observés sur la blockchain elle-même. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est particulièrement intéressant. Oui. La deuxième, c'est je serais assez curieux de comprendre qui sont les acheteurs derrière parce qu'il y a beaucoup d'entreprises assez importantes. On parle de Coinbase, de Consensus qui ont construit en utilisant la technologie d'Optimism et donc aller comprendre qui sont les investisseurs derrière, qui d'ailleurs vont avoir une grosse partie de la gouvernance de jetons. Et enfin, le dernier point, c'est de voir qu'il y a eu un peu une logique d'écosystème aussi de la part d'Optimism, puisqu'ils ont annoncé un peu plus tôt dans le mois un airdrop, donc une distribution de jetons auprès de leurs utilisateurs. Donc il y a une volonté d'avancer en écosystème et pas seulement avec des investisseurs privés. Il nous reste plus que 3 minutes, les amis. Ça passe vite avec vous, Charles, Owen. 3 minutes pour parler quand même un peu des hacks, parce que ça reste quand même une verrue, c'est vrai. Et le boss de l'exchange hacké au mois de juillet, Consped, s'est prononcé. Qu'est-ce qu'il nous apprend, Owen, sur les hacks et comment les entreprises peuvent-elles éviter les hacks? Pour aller très vite, c'est le CEO de Coinsped, du coup, qui se sont fait hacker 40 millions de dollars en juillet, qui prend la parole et qui parle justement du maillon faible qu'il y a dans le monde de la crypto-monnaie. Il explique que ce maillon, ce sont les êtres humains. En effet, parce que c'est rarement un problème dans le code, c'est rarement un hack technique qui profite d'une faille de sécurité qu'on tire les plus gros profits. Évidemment, ça existe, évidemment, il y en a, et souvent, quand il y a des failles de sécurité, il y a beaucoup d'argent qui est dérobé, mais en question de volume, en question de facilité pour les hackers, c'est le phishing, c'est l'arnaque qui permet de gagner le plus. Et c'est pour ça que même dans le cas du hack de sa plateforme, c'est du social engineering, donc ce sont des personnes qui ont réussi à obtenir des accès de certaines personnes chez Coinsped qui ont réussi en plusieurs mois, en plus de 6 mois, en tout cas il explique, à obtenir les privilèges nécessaires afin de pouvoir réaliser des transactions financières. Il explique donc qu'il n'y a pas de meilleure protection et qu'il n'y a pas de meilleure sécurité informatique, en tout cas selon lui, que l'éducation de toutes les personnes, de tous les employés et de toutes les parties prenantes d'une société pour diminuer les risques de hack crypto. Ouais, voilà ce que vous retenez des propos du boss de cet exchange, donc hacké au mois de juillet. Les Britanniques aussi se rebiffent contre les hacks. Effectivement, ils sont en train de faire passer une loi pour saisir les fonds. Quelles sont les démarches en cours, Charles, et comment ça pourrait affecter l'écosystème? Oui, totalement. C'est un projet de loi qui est en cours de discussion depuis près d'1 an, là, donc on est en train de passer vraiment à la phase de vote au cours des derniers mois. Pour faire très rapidement, c'est un projet de loi qui est plus global, qui vise vraiment à assurer la transparence sur les flux financiers au global. Et il y a des dispositions qui sont relatives aux crypto-monnaies. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est très bien, puisqu'au contraire, ça va normaliser finalement tout simplement l'application des lois également aux crypto-monnaies et d'aller créer finalement également des dispositions au niveau des différentes agences gouvernementales, par exemple la National Crime Agency, qui va avoir le pouvoir d'aller directement saisir les crypto-monnaies auprès d'intermédiaires, également d'augmenter les due diligence que doivent effectuer les intermédiaires, les transmissions d'informations nécessaires dans le cadre de ces fraudes-là. Donc finalement, il n'y a rien de très impactant ou très grave. Au contraire, c'est très bien, ça fait rentrer les flux de crypto-monnaies dans des dispositions concrètes et très traditionnelles sur la partie fraude en tout cas.
C'était votre première dans les pros, je crois. La première, exactement. Voilà, bravo, hein, quel bizutage, réussi. Chapeau. Gary Gensler. Ah, voilà, oui, c'est normal. Vous reviendrez, bienvenue en tout cas dans les pros des cryptos. Charles Cobert-Couturier, membre de Blockchain Partner, KPMG bien sûr, avec Owen qui nous accompagnait lui depuis les bureaux de Meria. Il est la tête de la chaîne YouTube Asher. Salut Owen et à très vite. Le CAC 40 dans un instant, bien sûr, on va en reparler. Les pros des cryptos chaque vendredi 15h sur BFM Business et le club BFM Crypto avec Amaury du lundi au jeudi. BFM Business, BFM Crypto, les pros.